Bonjour, bienvenue dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie, le plaisir et le goût d'accueillir l'un des plus grands cuisiniers du monde, un pape de la gastronomie, un grand chef étoilé. Son établissement à Vonas a reçu sa première étoile il y a presque 100 ans, en 1929. Depuis 1981, il en compte 3, donc presque 45 ans de 3 étoiles au guide Michelin. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est un record, hein. Il s'agit de Georges Blanc, qui a eu le plaisir d'être avec nous sur KTO. Bonjour chef. Merci de m'accueillir. Grand chef Georges Blanc. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'être avec nous. Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je crois que vous êtes toujours derrière vos fourneaux à cuisiner de bonnes choses et à écrire aussi beaucoup. Nous allons d'ailleurs parler de votre dernier ouvrage. Écrire beaucoup, d'ailleurs le mot écriture apparaît dans cet ouvrage à côté de vous, l'abécédaire d'un chef étoilé. Auparavant, au cours d'une vingtaine d'ouvrages, vous avez surtout donné des conseils de cuisine, des recettes. Mais là, c'est l'abécédaire, votre abécédaire, qui va de A à Z quasiment, et qui déroule tout votre parcours, votre réussite incroyable, qui traverse plusieurs générations, on va en parler. Ma première question, pourquoi avoir choisi ce format-là de l'abécédaire, qui va de A pour accueil, c'est le premier mot, et le deuxième c'est un. D'ailleurs, on va en parler, puisqu'on va parler de la Bresse et de l'un, jusqu'à Z. Pourquoi ce format-là, chef ? En fait, l'idée est venue pendant le confinement. Nous avons été fermés pendant 11 mois, oui. Donc nous avons fait un musée. Et c'est un ami suisse, un fidèle client de la maison, un fan, disons, de la cuisine de Georges Blanc, qui m'a dit « Georges, tu devrais faire un abécédaire ». C'est lui qui m'a donné l'idée, je le dis dans le livre. Et on a commencé à travailler sur toutes les lettres. Et on a décliné tout ça avec beaucoup de textes, mais aussi beaucoup d'images. Oui. Et ces mots-là, vous les avez trouvés comment ? Enfin, ils sont facilement apparus, notamment blanc, forcément. On les a pris dans l'ordre, hein, A, B, C, D, voilà. Mais par exemple, au mot F, il y a femme. Et il y en a eu pas mal dans votre vie, et qui raconte l'histoire de votre famille aussi. Tout à fait. Il y a 3 femmes cuisinières qui m'ont précédé dans cette maison depuis plus de 50 ans, plus de 150 ans la maison. Donc c'est surtout la seconde mère cuisinière, c'était ma grand-mère, qui a eu la première étoile en 1929. Elisa Blanc. Voilà, Kurnowski, prince élu des gastronomes, avait dit que c'était la meilleure cuisinière du monde à l'époque. Donc elle a très vite ajouté la seconde étoile en 1931. Et après, elle a pris sa retraite en 1934 pour céder à sa belle-mère, ma maman. Et donc elle n'a jamais pu avoir cette 3e étoile qui avait été commencée à donner à partir des années justement où elle avait arrêté. Donc voilà, j'ai 3 générations de mères qui m'ont précédé, de mère en fils. Mère, et ensuite fils. Vous avez quand même succédé à des femmes. Absolument. Pas compliqué de reprendre... Les mères cuisinières élaboraient une cuisine qui était pleine de générosité. Ouais. Et j'ai vécu ça avec ma mère. C'était un registre un petit peu immuable au fil du temps, au fil des mois. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on se renouvelle plus au fil des saisons, avec des grands produits. C'était un registre qui était un peu immuable autour des mêmes recettes. C'est plus difficile aujourd'hui que dans le temps ? Évidemment, tout a changé. Mm-hmm. Quand j'ai eu la 3e étoile en 1981, j'ai eu la chance d'être le seul promu et il n'y a pas eu de nouveau 3 étoiles les 2 années suivantes. Ça a été un apport de clientèle important et il a fallu faire face. Et la cuisine a évolué à partir de ce moment-là. On a créé l'ancienne auberge, c'est l'idée du village que je peux raconter. Mm-hmm. On a ouvert l'ancienne auberge en face où on a transféré l'essentiel du répertoire culinaire des mères cuisinières pour faire une cuisine plus libre au fil des saisons, plus dans l'esprit de l'époque, à partir des années 70. On a beaucoup parlé de la nouvelle cuisine avec Christian Billot et Henri Gaud. Donc l'auberge, c'est peut-être plus abordable que le restaurant. Tout à fait. L'auberge, on sert beaucoup de clients. Oui. Chaque jour, c'est vraiment une belle mécanique qui est très visitée et qui a beaucoup de succès, je dois dire. Ça nous a libéré un petit peu. Aujourd'hui, par rapport à 1981, quand on a eu la 3e étoile, nous sommes 3 fois plus en cuisine et nous servons 2 fois moins de clients parce que les critères de qualité sont considérablement élevés et qu'il faut être suffisamment nombreux. Tout est fait au dernier moment. L'assemblage des sauces, elle ne traîne plus dans les bains-maries comme on faisait 20 ou 30 ans auparavant. C'est vrai que vous le racontez très très bien d'ailleurs. Comment fait-on quand même pour se maintenir aussi à ce haut niveau 3 étoiles, on ne peut pas faire mieux.
Et vous avez réussi cette prouesse de rester à 3 étoiles pendant presque 45 ans. Comment fait-on? Il faut se renouveler, c'est la passion qui vous guide. Moi, sans passion, je dis point d'élévation et point d'imagination non plus. C'est la passion qui vous conduit à toujours élever le niveau. Il faut toujours être en progrès pour paraître seulement aussi bon. Les gens attendent toujours plus aujourd'hui. Et comment faites-vous justement pour rafraîchir cette passion, pour vous entourer, Alors, vous parlez d'entourer, c'est l'équipe qui compte aussi. J'ai l'avantage d'être très entouré. Je pense que le chef, aujourd'hui, à mon âge, je suis un peu moins instrumentiste en cuisine, mais je reste le chef d'orchestre et le compositeur de la musique. Et j'essaie d'être exemplaire, d'être là tôt le matin, avec mon équipe, au milieu de mon équipe. Je mange au milieu de mon équipe, je fais corps avec elle. Et puis, je dois dire, c'est mon plaisir. Je crois que c'est une chose qui vous... Sans cette passion, vous ne pouvez pas connaître le dépassement. C'est impossible. Vous goûtez tous les plats? Et tous les jours, au quotidien, oui, c'est par test. Et puis tous les vendredis, on fait un essai de plats nouveaux. Parce que la carte change, il y a des fois 2 fois dans la même saison. Et avec des plats signatures, bien sûr. Oui. Alors les plats signatures, c'est autour de cette emblématique volaille de Brest, c'est mon pays. Sûr. Et je crois que je fais partie des quelques chefs. Et j'étais peut-être un pionnier, je reconnais, avec un peu de modestie. Il faut que les chefs, dans leurs terroirs respectifs, fassent ce travail d'aide à la valorisation et à la promotion des produits spécifiques de qualité de leur terroir. C'est ce que j'ai fait avec la volaille de Brest. Seul produit du genre à bénéficier dans les sites de qualité de l'appellation d'origine protégée. AOP. Depuis 70 ans. Oui, félicitations. D'ailleurs, vous parlez très très bien de votre région. Comme je le disais, le deuxième mot après accueil, c'est Ain, puisque la Bresse est dans l'Ain. Et accueil aussi. Comment? Avec accueil. Accueil, c'est très important, l'accueil et l'accompagnement du client pendant toute l'expérience qu'il vient vivre chez vous. Exactement. C'est un voyage de venir chez vous. C'est une expérience qui doit, si elle peut, atteindre l'émotion. L'émotion, c'est considérable. Ça n'arrive pas tous les jours, mais il m'est arrivé quelquefois d'arracher une larme à une dame de préférence sur une prestation qu'elle n'imaginait même pas quand on l'a invitée à venir ici. C'est incroyable de pouvoir arracher une émotion pareille. C'est un métier très gratifiant. Avec un plat. C'était lequel? C'était votre plat. C'était sur une sauce. C'était sur une sauce, sur un poisson. Un poisson. Voilà, c'était pas sur la volaille. C'était pas sur la volaille. C'est vrai que les 3 étoiles Michelin... Je crois que c'était un homard. Ah. Le homard avec la sauce au vin jaune. On va voir... Le homard qui est pris dans le vivier, qui est décarapacé, qui on dirait qu'il est servi. Donc il a une texture complètement différente d'un homard qui a été mis en cuisson, conservé au réfrigérateur et remis en température avant d'être servi. C'est 2 mondes différents. C'est ça qui a changé dans la cuisine aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est fabuleux. Je crois que l'histoire du homard, je l'ai lu. Pour revenir sur l'accueil, l'Ain, racontez-nous un petit peu la genèse, la construction de ce village Georges Blanc que vous avez donc à Venaz, votre fief. Alors ça, c'est né d'une rencontre que j'ai eue avec un vieux monsieur qui avait fait la guerre de 14, qui s'appelait Raymond Lévy, qui était le père du design, père de l'esthétique industrielle, qui a fait la Studebaker, qui a fait le LEM pour la NASA, qui a fait le Air Force One, qui a fait beaucoup de choses intéressantes. Et il était client de mes grands-parents, de mes parents et de moi à mes débuts. Et j'ai passé des soirées avec ce monsieur qui m'a dit « Georges, un jour, tu pourras avoir 3 étoiles. Le rêve, il commence dans l'assiette, mais ce n'est pas suffisant. » Ça va au-delà de l'assiette, sur la table, dans la salle de restaurant, dans tout l'établissement et surtout dans tout ce qui est autour. Parce qu'à qualité de cuisine sensiblement égale, les gens reviendront toujours dans un endroit où on les a fait rêver, pas seulement avec le contenu d'une assiette. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, le voyage. Le voyage. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce mot voyage, lorsqu'on voit le guide Michelin, les 3 étoiles, elles correspondent au voyage. 1 étoile, c'est vaut le détour, je crois. 2 étoiles, c'est 2 étoiles, vaut des jours. Mais 3 étoiles, c'est vaut le voyage. Et ils ont ajouté dernièrement... Et chez vous, voilà, il faut... ils ont ajouté la clé qui fait que quand il y a un hébergement, le restaurant plus l'hébergement peut créer un site remarquable où les gens viennent vivre vraiment une émotion avec une émotion qui est oui, plusieurs émotions plurisensorielles, on pourrait dire. Oui. Voilà. Donc il y a le rêve qui commence dans l'assiette, mais il y a un choix éclectique qui est offert aux clients qui viennent d'Avona dans le village. Raymond Lévy, je n'ai pas terminé. Pardon. C'est lui qui m'a donné l'idée
à travers ces propos, j'ai compris qu'il fallait protéger le cœur de l'ensemble du village aujourd'hui en pouvant acquérir toutes les maisons qui sont autour, y compris les fonds de commerce. Ça a pris 50 ans. Et aujourd'hui, c'est un lieu harmonieux, voué à l'art de vivre, et c'est ce que les gens apprécient. Il y a aussi l'aspect ludique qui compte beaucoup. Les gens restent au moins 2 jours parce qu'ils vont faire le grand restaurant et l'ancienne auberge et même le 3e restaurant qui existe. Il y a le spa, il y a les piscines, il y a les vélos électriques, il y a des tas de choses. Il y a 3 hébergements. Mais vous avez plusieurs hébergements. 3 hébergements à des niveaux différents. Vous êtes un chef d'entreprise. Oui. À des niveaux différents. Oui. Vous avez des gens qui vont prendre une grande suite aux 5 étoiles, Relais et Châteaux, puis d'autres qui vont aller dans l'hôtel plus modeste, 3 étoiles, et qui vont venir s'éclater au grand restaurant. Et puis les gens qui ont une belle voiture, des gros cylindrés, qui ont pris un logement très confortable, et eux, ils préféreront aller goûter à l'ancienne auberge. Donc ça veut dire que ce choix éclectique est très intéressant. Oui, c'est éclectique, mélangé en même temps. Vous avez aussi, je crois, un château que vous possédez pas très loin. Alors le château, oui, qu'on a acheté dans les années 90. Parce que vous avez une cave exceptionnelle. Oui, c'est une des plus belles caves, je pense. Il y a 135 000 bouteilles avec 10 000 étiquettes différentes. Ça ne s'est pas fait en une année, ça c'est un travail de dizaines d'années. Mais je crois qu'on a 7 sommeliers, vous vous rendez compte, pour servir en moyenne 50 couverts. Et le chef des sommeliers s'appelle Blanc aussi. Camille Blanc, mais il n'y a pas de lien de parenté. Il y a sa photo et un texte dans votre livre. Blanc, c'est un nom très répandu. Une anecdote assez drôle. Vous savez comment s'appelle le beau-père de mon fils aîné ? Georges Blanc. Ah, incroyable. Georges Blanc, le beau-père de votre fils aîné. Il va prendre la succession ? Ben, normalement, oui. Il approche les 60 ans, mais il a envie de continuer. Ça, votre fils aîné, c'est Frédéric. C'est Frédéric. Et Alexandre ? Alexandre, lui, Vous avez 3 enfants. Hein, il avait un restaurant, mais maintenant, il est plus tranquille. Il fait ses recettes à la maison, il est dans sa sphère à lui. Mais je respecte. Quel est le mot que vous préférez dans tous les mots que vous égrenez dans votre abécédaire ? Je ne sais pas. Ah, je crois que c'est la passion, je crois. Passion ? Et puis les citations éclairantes, j'en ai fait tout un jardin des pensées dans le village, justement, oui. En plus du musée qui s'est fait pendant le confinement. Alors, dans ce jardin des pensées, il y a une citation que j'adore et qui résume un peu toute ma vie. Albert Einstein qui dit « La raison la plus motivante de travailler se trouve dans le plaisir qu'on y prend, dans le plaisir du résultat atteint et dans la connaissance de la valeur de ce résultat pour la communauté. » Parce que quand quelqu'un réussit, on ne pense pas à tout ça, mais c'est... Citation qui conclut votre ouvrage. Albert Einstein, oui, parce que je l'aime beaucoup. Vous avec Albert Einstein. Et j'ai aussi des citations personnelles qui vont dans le même sens. Quand je dis aux jeunes, pouvoir faire de son métier un plaisir, c'est pouvoir embellir votre avenir. C'est ce que je leur dis aux jeunes. Celui qui rentre dans sa vie professionnelle, ça va durer longtemps. Si dès le premier emploi, il dit « Oh là là, vivement la retraite », on sait qu'il n'est pas motivé, qu'il sera toujours doublé par les autres, qui voient dans l'engagement professionnel un lieu d'épanouissement. Oui. Et ça, c'est des choses, des citations que vous donnez aux jeunes, des jeunes qui vous entourent beaucoup. C'est difficile de recruter aujourd'hui. Les jeunes ont beaucoup changé, le monde a changé. Moi, je dois dire qu'on n'a pas trop de problèmes chez nous. C'est moins bien qu'auparavant, parce qu'avant, on avait une liste d'une vingtaine de noms, de gens qui attendaient, qui postulaient pour avoir une place au restaurant étoilé, oui. Et on les faisait patienter à l'ancienne auberge quelques mois, et après, ils intégraient la structure principale du 3 étoiles. Mais maintenant, ces listes-là n'existent plus. Oui, mais mais il y a eu quand même un éveil considérable, il y a eu une belle émulation à travers les émissions de cuisine. Oui. Je pense que ça a créé des vocations. Oui, donc finalement... J'en suis sûr de ça. Vous trouvez... J'ai accompagné un certain nombre de candidats, notamment la première émission où je coachais Grégory Cuiron, qui avait remporté en direct à l'hôtel, un grand hôtel parisien. Il avait gagné la finale. Grâce à vous aussi. Voilà, oui. Non, j'ai vécu des grands moments quand même. Vous avez vécu des grands moments. Vous imaginez, ça fait 60 ans que je suis dans le circuit. C'est le cas de le dire, parce que vous aimez aussi les automobiles. Pas trop, j'étais plutôt branché aviation. Mais ça, on en parlera aussi aviation, parce que vous avez aussi rêvé d'être pilote. Rapidement, parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième partie, vous avez côtoyé beaucoup de personnalités,
qu'on voit dans ce livre. Alors, quasiment tous les présidents de la République, sauf De Gaulle et François Hollande, j'ai noté. Oui. On peut dire ça? Pourquoi pas François Hollande? Je l'ai croisé au salon de l'agriculture. Ah. Et il n'est pas venu à Vonin, non, c'est vrai. Bon, il viendra. De Gaulle n'est pas venu à Vonin non plus. J'étais à un de ses meetings à Châtillon-sur-Saône, c'est lui là à côté. Voilà, j'ai noté. Mais tous les autres, donc Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Georges Pompidou, tout le monde est venu. Pareil aussi pour les présidents américains, beaucoup sont venus. Clinton, Trump avant qu'il soit président, Clinton, Bush. Il a été servi au sommet du G7 à Lyon en 1996. Voilà. Quel souvenir. Ensuite, bon, évidemment, énormément de stars. Johnny Hallyday, Aznavour, Tom Cruise, l'empereur du Japon, Tom Cruise, Michel une belle Platini, histoire qui est sur un Tom ami. Cruise. Oui, laquelle? Il est resté une semaine à Vonin avec Nicole Kidman, c'était leur voyage de noces. Oui. Donc on a eu beaucoup de proximité, il était d'une grande simplicité, c'était après Top Gun. Et donc on est allé casser la croûte en Beaujolais, manger une andouillette, on a mangé une friture au bord de Saône, ils étaient adorables tous les deux. Franchement, c'est un bon souvenir. Est-ce que vous avez une plus belle rencontre dans votre tête qui reste? Il y en a eu tellement, vous savez. Non. La rencontre la plus marquante? Peut-être j'ai fait le repas de Mitterrand avec Gorbatchev, peut-être. C'était un monsieur qui a changé le monde. Et votre plus bel accomplissement, ce serait quoi? C'est l'arrivée de la 3e étoile. Oui. Mon second fils est né le 3 mars. C'est symbolique du chiffre 3 que Bernard Pivot affectionnait. Il m'a fait une préface sur le sujet. Il m'a dit le 3-3 1981. Georges Blanc, le téléphone sonne 3 fois, il décroche. Il était en train de couper la 3e part du gâteau de son fils qui avait 2 fois 3 ans. Et la 3e étoile est arrivée. Je vous propose de passer à la deuxième partie. C'est la partie où je m'éclipse et je vous propose 4 mots. À tout de suite, Georges Blanc. Georges Blanc, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Tout va bien. Tout va bien. Allez, je vous propose mes mots. C'est mon abécédaire. Le premier mot, c'est sourire. Sourire. Je crois que c'est un mot que vous aimez bien, puisque lui aussi conclut l'ouvrage. J'en ai fait une page dans l'ouvrage. Exactement. C'est vrai que le sourire, c'est important. Quand je fais mon tour de salle, que je vais voir mes clients après le service, j'ai souvent la première chose que j'ai, l'impression que j'ai, c'est qu'ils sont de bonne humeur parce qu'ils me sourient tout de suite quand j'arrive à leur table. Donc je pense qu'ils sont satisfaits. C'est le premier des encouragements. Vous êtes quelqu'un qui sourit beaucoup? Les gens sourient beaucoup, c'est vrai. Je pense que ça illustre bien ce qu'ils ont ressenti de la prestation, de l'expérience qu'ils ont attendue en venant chez nous. Et vous souriez aussi? J'essaie d'être de bonne humeur et parfois de les faire sourire par une anecdote savoureuse, de répondre à leurs nombreuses questions qui peuvent toucher à l'histoire de la maison, à la cuisine qu'on est en train de leur servir. Ils ont beaucoup de questions à vous poser, et puis quelquefois beaucoup d'histoires à vous raconter qui peuvent être sans intérêt pour vous, mais pour lesquelles vous devez maintenir une attention très soutenue. On entend l'homme d'expérience. Il y a beaucoup... J'ai bien aimé choisir ce mot, puisqu'il y a beaucoup d'anecdotes, évidemment, dans votre abécédaire, qui prêtent à sourire. Il y a aussi le mot canular qui apparaît dans cet abécédaire. Paul Bocuse était un spécialiste du canular, votre ami. Avec Paul Bocuse, ça a été une longue histoire qui a duré. Il était venu à Vonin en 1965 pour inaugurer mes premiers travaux quand je suis revenu dans l'affaire familiale. C'était notre première rencontre, il venait d'avoir sa 3e étoile. Oui, et c'était aussi un spécialiste de la blague, du canular. Il y a eu beaucoup de blagues avec lui. Il y en a eu pas mal avec lui. C'est ce que j'ai lu dans votre ouvrage. Vous avez vu une belle photo? C'est ça. Qui a fait le tour du monde, où on est tous les deux dans un grand lit. Exact. C'était la suite présidentielle d'un palace new-yorkais, à Tokyo. Nous avions fait une promotion culinaire pour la cuisine française. Et on nous a dit que le président Clinton avait dormi dans ce lit la veille. Et donc, moi, j'ai voulu essayer le lit et Paul Bocuse s'est glissé dans le lit auprès de moi. Il m'a pris dans ses bras. Quelqu'un a fait la photo. Et 8 jours après, j'ai reçu un grand poster avec la mention « Enfin heureuse sans les femmes, Georges, Tokyo 95 ». C'est des souvenirs. Il y a beaucoup d'histoires truculentes et oui, beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté dans... On s'est bien marré, franchement.
dans les mots que vous choisissez, dans les histoires que vous racontez, parfois aussi de gens moins connus. Je crois que vous avez pas mal d'anecdotes à ce sujet. Un monsieur qui est venu une fois avec quelque chose qu'il avait mis sous la table. Ah, peut-être, oui, c'était après Tchernobyl, ça, non? Je crois. C'est un monsieur qui avait dans sa garniture de légumes avait voulu vérifier qu'il n'y a pas de radioactivité dans les légumes ou les champignons. Il avait sorti un compteur Geiger, là. Ah là là. Quel est le client le plus original que vous ayez eu ou qui vous a fait rire? Oh, c'est difficile. Il y a eu tellement de moments où on a rigolé. Un Japonais qui venait souvent, il arrivait très distingué et quand il passait à table, il était déguisé en femme. Original. Enfin, ça me revient à l'idée comme ça, brutalement. Mais il y en a eu beaucoup d'anecdotes très drôles, oui. Souvent, quand je dédicace les menus, il y a un couple qui, dernièrement, me dit « Vous ne pourriez pas nous faire un menu aussi ?» Alors, je lui dis « Je vous le personnalise ». Il me donne ses prénoms, mais il s'est trompé de prénom. Il me dit « Nicole. Nicole, c'était pas Nicole, c'était Martine qu'elle s'appelait, la dame. » Ah oui, c'est J'ai pensé que la soirée allait mal se terminer, mais en fait, ils ont dormi sur place. Ils étaient encore là le lendemain matin pour déjeuner. Oui, c'était peut-être pour compenser la bévue. Non? Non, il doit y avoir plein d'anecdotes. Il y en a pas mal. Ah non, mais déjà, celle-là, elle est bien. Ah si, il y en a une qui... Alors, allez-y. Il m'en revient une. En plein hiver, on a des clients qui se présentent à la réception, on était archi complet. Et le monsieur repart en colère avec sa 404 Peugeot. Et au lieu de redémarrer sur la place pour quitter le parking, il va directement dans la rivière. Et donc le monsieur, on l'a repêché dans la rivière. Et puis Bernard Pivot est arrivé, il devait déjeuner ce jour-là, c'était un dimanche. Et il me dit « Georges, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Le monsieur, on l'a refusé, il s'est jeté à la rivière. » Il dit « Fais la photo, ça te fera une belle légende. » Oui, je l'ai lu, ça, c'est dans l'abécédaire, c'est très drôle. À propos d'humour, de sourire, de rire, Laurent Gérard fait partie de votre univers. Laurent, bien sûr, il a même il a l'âge de mon fils aîné et il était scolarisé à Vonat parce que ses parents habitaient Vonat. Et maintenant, ils sont à Mézeria, c'est à côté de Vonat. Et Laurent, on se voit très souvent. Laurent, il a toujours voulu ça. Il est né sous le même signe que moi, Capricorne. Donc, vous savez, les Capricornes, ils arrivent toujours là où ils veulent aller, même si ça prend du temps. Et Laurent, il a toujours voulu faire ça. Et moi, quand j'étais à la mairie, je faisais des repas pour le repas des anciens et il venait faire ses premières animations chez Georges Blanc pour le repas des anciens. Et à ce moment-là, il imitait Giscard, il imitait Krasuki, qui était un syndicaliste haut en couleur. Voilà, c'était ses débuts. Laurent Gérard, à qui vous avez dédié une salle qui s'appelle Laurent Gérard. Oui, c'est une salle de cinéma où il y a 22 places. Ouais. On l'a baptisé Cinespace Laurent Gérard, voilà. Non, Laurent, je suis très proche de lui et je ne rate pas tous ses concerts. Alors, on passe au deuxième mot. Je vous propose le mot agape. Agape? Agape. Les agapes. Voilà. Avec ou sans S? Là, il y a un S. Agape, on se voit autour d'une belle table bien garnie, oui. C'est ça? Eh oui. En bonne compagnie. Ça vous parle? Depuis toujours? Absolument. Quelles sont les premières images qui reviennent? Des images d'enfance? Parce que j'ai lu que vous aviez... Alors, on parlait de sourire, de joie, mais vous avez une enfance un peu rude. 9 ans de pension et des colonies de vacances. Exact, vous avez pas été beaucoup avec votre famille. Mes parents ne sont pas beaucoup occupés de moi, mais ça m'a aidé en fait dans ma progression professionnelle. Parce qu'au départ, c'est pas ce que je voulais faire, le métier de mes parents. Je rêvais d'aviation adolescent, j'avais collectionné tous les aviations magazines et j'avais appris à piloter en aéroclub à Mâcon et je voulais rentrer à l'école de l'air à Salon de Provence. J'avais passé un brevet des sports aériens et je pensais que ça allait marcher. Et en fait, j'étais à la visite médicale préalable, j'ai été déclaré inapte parce que j'étais daltonien. Donc je suis parti à l'école hôtelière à Thonon-les-Bains où j'ai fait de belles études puisque je suis sorti major de promotion. Bravo. Mais j'ai retrouvé les avions puisque j'ai fait mon service militaire sur les porte-avions. J'étais cuisinier de l'amiral Vedel qui commandait le groupe des porte-avions Foch et Clémenceau. C'était le démarrage. Et les avions, oui, vous ont toujours suivi. Absolument.
Et je garde toujours Il y a toujours un mirage aussi dans une oui, parce propriété. Que cette passion s'est prolongée longtemps, puisque je suis colonel de réserve de l'armée de l'air. Les gens connaissent mon attachement au monde de l'aviation militaire. Donc j'ai reçu mes galons de colonel, et puis j'ai eu un Mirage en prime que j'ai mis dans mon château. Et cet avion est un peu incongru dans le décor, mais ça me fait plaisir qu'il soit là, parce que c'est comme un clin d'œil à mon rêve d'adolescent que je n'ai pas pu faire. Et c'est juste après avoir été adolescent que vous avez aussi commencé, après votre mission sur le porte-avions, comme steward. Vous avez fait un tour du monde comme steward aussi. Ça, c'était dans le cadre de ma scolarité à l'école hôtelière. Donc, c'est la première année où Air France est venue dans les écoles hôtelières sélectionner 3 personnes, dont je faisais partie, pour faire un saisonnier pendant la saison d'été. Donc, on est rentré. Il n'y avait pas Charles de Gaulle à l'époque. C'était à Orly que ça se passait. Il y avait un centre de formation du personnel navigant commercial. Donc, on a fait un stage de 2 mois et après, on a été mis en ligne pour tout l'été. C'était un moyen de voyager, et puis tous les gens de notre âge, à 20 ans comme ça, ou 19 ans, on rêve de découvrir le monde, et c'était un moyen de découvrir le monde à travers cet emploi, mais c'était saisonnier. En tout cas, on voit bien que les avions, l'aviation traversent votre parcours. Pourtant, le mot, c'était agape, Georges Blanc. Agape, les repas, la convivialité, la générosité. C'est très important, la générosité. Et c'est synonyme de cuisine, de belle cuisine, c'est le partage. C'est un métier magnifique qu'on fait. Moi, le matin, je me lève pour aller réaliser mes rêves, puis d'autres préfèrent se recoucher pour continuer de rêver. Ça, c'est une citation que j'aime bien. C'est une belle citation. J'ai choisi agape comme mot avec un S, donc plutôt le repas convivial avec des amis ou en famille. Il y a aussi agapé si on enlève le S. Vous savez, agapé, c'est le synonyme de l'amour. C'est un mot qu'on trouve beaucoup dans le Nouveau Testament. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. Est-ce que c'est un mot que vous aimez aussi? C'est pas un mot ça va ensemble? C'est pas un mot que j'utilise couramment, les agapes. Non, pour moi, c'est plutôt une expérience que les gens viennent vivre chez nous. C'est une expérience émotionnelle. Pour moi, c'est très important. L'émotion du plat, elle vient pas avec le contentement de l'œil, c'est-à-dire la présentation sur le plat. C'est quand les gens goûtent le plat. Il y a une justesse d'harmonie, il y a une profondeur de goût, il se passe quelque chose. Et l'émotion, c'est à ce moment-là qu'elle se déclenche. Quelle a été l'émotion la plus forte pour vous? Indiscutablement, c'est les 3 étoiles. Oui. Ça, c'est 3-3-81, c'est quelque chose que j'oublie pas. C'est peut-être... Et ça dure parce qu'il faut les garder. Donc pour les garder, comme j'ai expliqué, on a besoin d'être très attentif, très engagé. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en amateur. On est des professionnels, il faut aller au fond des choses au quotidien avec une équipe qui vous suit. Donc c'est passionnant, franchement. C'est sûr. Et vous me permettez, ça me facilite l'introduction du 3e mot, qui est le mot fidélité. Moi, je suis très fidèle, ça c'est sûr. Fidèle à ma maison, fidèle. Je vis au milieu d'une équipe formidable. Je compte sur leur fidélité, j'essaye de les conserver, parce que beaucoup viennent qu'1 an ou 1 an et demi, et après ils vont découvrir d'autres endroits pour améliorer, enjoliver leur CV. Donc ceux que je garde, souvent, c'est les meilleurs. Et c'est un plaisir d'œuvrer avec eux. Fidèle aux équipes, les équipes sont fidèles. Fidélité en amitié, fidélité en amour. Oui, j'ai eu une vie personnelle qui était un petit peu difficile. Un peu mouvementée. Moins rectiligne que ma vie professionnelle. J'ai 2 fils, si vous voulez, un qui a 60 ans et un qui a eu, justement, le 3 mars dernier, il a eu ses 50 ans. Et j'ai une fille de 18 ans. Donc, vous voyez l'écart. Alors, quand Yves Montand est venu avec Valentin dans le couffin, je me suis dit, mais c'est pas possible de faire des enfants à cet âge-là. Et quand j'ai regardé, Yves Montand était plus jeune que moi quand il a eu Valentin, que quand moi j'ai eu ma fille de 18 ans aujourd'hui. Rien n'est impossible. Avec l'amour. L'amour, c'est quelque chose de formidable. La passion, l'amour, ce sont des mots qui reviennent... Ça va avec. Ça va avec, qui reviennent beaucoup dans votre bouche et dans votre livre. Toujours sur la
fidélité, il y a aussi une fidélité à la tradition, à l'héritage, fidélité et transmission. Je suis fier d'avoir cette maison, d'avoir repris cette maison et d'avoir ajouté ma pierre à l'édifice. Il y avait 10 personnes, aujourd'hui il y a 220 personnes qui travaillent dans le village. Vous imaginez combien de clients il faut faire venir chaque jour dans ce petit bled de la Bresse pour pouvoir pérenniser cette entreprise qui s'est développée considérablement. J'ai œuvré au début avec mon téléphone, avec la magnéto. J'étais le 10 Savona, je demandais le 22 à Bourg-en-Bresse pour commander mes grenouilles. Je n'imaginais pas que 60 ans plus tard, j'aurais dans ma poche un petit téléphone avec près de 100 000 photos dedans. C'est invraisemblable. On avait la lessive chauffe au bois, le fourneau à charbon. Mon bureau, c'était la cuisine de ma grand-mère et de ma mère et de moi à mes débuts. Donc il y a eu un changement considérable. Je suis assez fier. Mais ça, c'était la fidélité que je devais à mes ancêtres qui m'avaient ouvert la voie. Comment avez-vous vécu tous ces changements technologiques, le changement de la société Moi, j'étais très réceptif. On a été dans les premiers à avoir un fourneau à induction à la place du fourneau à gaz. Et ça continue. Je pense qu'il y a des techniques de plus en plus qui nous aident beaucoup en cuisine, qui améliorent considérablement les conditions de travail. Ça, c'est extrêmement positif. Je crois que parce que vous avez eu beaucoup de chefs qui ont traversé vos cuisines, notamment le chef de El Bulli, espagnol, oui, qui lui était un spécialiste de la cuisine moléculaire. Donc, alors Ferran Adrià, oui, il s'appelle Ferran Adrià, il est venu en stage chez moi. Et j'imaginais pas, quand il est venu, il n'est pas resté longtemps, il a fait un stage d'un mois ou deux, et il a gardé un bon souvenir, sauf que quand je lui ai fait son certificat de travail, qu'il a montré dans un de ses livres, j'avais oublié de le signer. Donc il a fait un passage éclair, mais c'est extraordinaire ce qu'il avait réussi à faire. Il était vraiment le meilleur cuisinier du monde et il avait lancé la cuisine moléculaire dans le petit pays près de Barcelone. Oui, c'est ça. Et il a un peu disparu des écrans, mais il est toujours là. Pour dire qu'il y a vraiment tout type de cuisiniers qui sont venus chez vous, aussi amicalement. Alors je crois que c'était surtout le monstre sacré, c'était Paul Bocuse. C'était le chef de file de la cuisine, de la grande cuisine classique. J'ai beaucoup appris de lui. Et surtout Alain Chapelle, qui était le parrain de mon second fils, qui était un grand cuisinier qui est parti trop tôt. Lui, il est parti, il avait 52 ans, mais il a vraiment laissé sa trace dans la cuisine française. Beaucoup de cuisiniers en parlent encore aujourd'hui, qui sont passés par chez lui. Oui. Et vous en faites parler, certains cuisiniers, notamment très joli entretien avec Pierre Gagnère. Ah oui, ça c'est un vrai personnage. Je l'ai connu dans un bus en plein mois de mai 1968, où nous étions invités par une grande marque de champagne. On était invités à Épernay et on est parti en car et son papa, qui était restaurateur à Saint-Étienne, m'a présenté son fils, il avait 18 ans, Pierre. Donc on a 7 ans d'écart. Et on s'est connus comme ça et on s'est retrouvés souvent. C'est pour ça que j'ai reproduit dans l'abécédaire l'échange qu'on a fait tous les deux. C'est assez marquant de ce qu'on a pu ressentir pendant toute notre vie professionnelle, parce il s'est passé beaucoup d'années depuis. Et on voit toute cette fidélité, justement, ce respect, cette bienveillance. Souvent, vous savez, derrière un chef étoilé, 3 étoiles, Pierre Gagnère aussi. C'est clair, derrière des grands cuisiniers, il y a souvent des personnages extraordinaires. C'est le cas de Pierre Gagnère. Au-delà de son expression culinaire, c'est vraiment un homme formidable. C'est pour ça que je tenais à reproduire cet échange, parce que c'est vraiment c'est très inspirant pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est effectivement un très bel échange dans votre ouvrage. Guy Savoie fait partie aussi de votre paysage amical. Guy, c'est mon plus proche copain, voilà, comme on dit. Ouais. On se voit souvent. Ami. Son parcours est un petit peu comme le mien. Il est très présent auprès de ses clients, il est très présent au cœur de son équipe. Donc c'est un vrai professionnel. Comme on parle de fidélité, on l'a entendu, vous êtes un homme fidèle. Est-ce que vous avez connu beaucoup de trahisons ? Je ne peux pas dire, non. J'ai eu des échecs parfois dans la vie publique, parce que mon père était maire pendant 24 ans du village, et j'ai fait un mandat au conseil municipal où j'ai fait beaucoup de choses que
j'ai fait la sortie d'autoroute, ça a été très décrié, même si ça servait l'intérêt général, mais les gens ont fait la remarque que ça servait surtout mon intérêt particulier. Faire une sortie à Vonin, demander à faire une sortie à Vonin quand l'autoroute de Mâcon à Genève est terminée. Les élus m'ont dit « Georges, on t'aime bien, t'es notre héros, mais nous prends pas pour le Père Noël, tu sais combien ça coûterait si on le faisait ?» J'ai dit « Je ne vais pas vous lâcher, c'est le Capricorne qui parle. » Et au bout de 5 ans, ils ont lâché et ils ont fait la sortie d'autoroute. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir cette sortie d'autoroute 20 ou 30 ans après, parce que ça a vraiment, comment dirais-je, dynamisé l'activité économique dans sa périphérie. Oui, et ce qui souligne toujours le guide Michelin, les 3 étoiles. Pour aller chez Georges Blanc, on fait le voyage pour déguster sa cuisine. Et en plus, il y a une sortie d'autoroute presque à son nom. C'est vrai que vous l'avez obtenu, cette sortie. Et c'est une joie pour toute personne qui veut goûter votre cuisine. Je vous propose de passer au 4e et dernier mot. Allez, on y va, après la fidélité. Bon, un peu facile comme mot, ou pas. Le mot étoile, forcément. Étoile, ça me parle. Ça vous parle, hein? Bah oui. La maison, je vous ai dit, c'est bientôt 100 ans d'étoilé, sans discontinuité. 12 un ans, record, 12 vous ans, êtes le seul. 12 ans de 1 étoile, 40 ans de 2 étoiles et 44 ans de 3 étoiles. Peut-être 45 si tout va bien. À la fin du mois, là, en 31 mars, on aura le verdict final. Ça me parle vraiment, l'étoile. On y pense tous les jours. Tous les jours, vous y pensez? Tous les jours, il faut la défendre et l'améliorer. Pour que rien ne change, il faut savoir changer. Donc, rien n'est statique dans les étoilés. Il faut toujours qu'ils soient en progrès parce qu'il y a une émulation considérable entre tous. Vous avez donc tutoyé les étoiles avec vos étoiles. Est-ce que vous avez, parce qu'on parlait d'aviation tout à l'heure, les étoiles, ça fait aussi penser aux avions. Vous n'avez jamais eu de regret de ne pas avoir pris ce chemin-là? Non, franchement non. Si j'avais été militaire, je serais déjà à la retraite depuis longtemps, je m'ennuierais. Et j'ai lu que quand même les élixirs de longue vie, c'est pouvoir garder une activité cérébrale et physique le plus longtemps possible. Plus vous avez une vie active, plus c'est difficile de s'arrêter, plus c'est dangereux. Et vous êtes particulièrement actif, puisque j'ai lu, vous l'écrivez d'ailleurs, que vous vous levez, vous avez un rythme effréné, à 6h du matin. Je me lève très tôt. Et vous vous couchez à 23h et vous n'arrêtez pas, en fait. Si je prends 1 heure de sieste l'après-midi. Oui, bon. C'est pas tous les jours. 6h du matin. Le matin, je suis réveillé tôt, j'ai envie d'aller à mon travail. 2 fois par semaine, je fais un peu d'exercice physique dans la piscine, avant l'arrivée des clients, à 7h. Et puis après, j'enchaîne la journée, et c'est un vrai plaisir, franchement. Quelle énergie. Étoile. Est-ce qu'on peut dire, bon, sans mauvais jeu de mots, vous avez le sentiment d'être né sous une bonne étoile, sous 3 bonnes étoiles? Oui, non. Le hasard, la destinée, le travail. J'ai eu beaucoup de chance. C'était un président américain qui disait ça. J'ai toujours cru en la chance. D'ailleurs, je me suis aperçu, plus je travaillais, plus j'avais de la chance. Oui, la chance se mérite. Je pense. Il n'y a jamais des histoires on en parlait tout à l'heure. Des ratés? Oui. Oui, je reviens sur mon engagement. J'ai exercé, comme je vous l'ai dit, de nombreux mandats électifs toute ma vie. Mais à la commune, quand j'ai fait mon travail, j'ai fait aussi l'enfouissement de tous les réseaux aériens qui parasitaient le paysage, alors on densifiait le fleurissement. Donc j'ai dit, il faut mettre la qualité environnementale au niveau de la densité du fleurissement. Et je n'ai pas été suivi. Et à la fin du mandat, il y avait 2 listes contre notre liste. Et moi, je n'ai pas été réélu. J'ai pris un beaucoup de pied au cul, comme on dit. Mais ça m'a fait du bien parce que j'aurais peut-être jamais eu ma 3e étoile si j'étais resté à la tête de la commune. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois bien. Finalement, votre destin vous a rattrapé. Voilà, mais quelquefois c'est un bien pour un mal. Exactement. Ou un mal pour un bien, pardon. Un mal pour un bien. J'ai dit une bêtise. Et oui, mais c'est ça, un mal pour un bien. Comme on parle d'étoiles, de signes, j'ai lu que vous étiez baptisé le 23 février 1943, oui. 12 ans, jour pour jour, après le mariage de vos parents, Paulette et Jean. Oui.
Qu'est-ce que vous avez gardé de ce baptême et cette... J'ai gardé le menu. Ah bon, bah voilà. Les agapes qui nous suivent. Ah, ils ont dû se régaler. Je sais qu'il y avait un vin de 1926, parce que mon père était né en 1906, donc il avait une bonne bouteille de 1926 que j'ai gardée longtemps dans la cave, au milieu des autres bouteilles. C'est le vin qu'ils avaient bu pour mon baptême. Est-ce qu'il y a un vin que vous affectionnez particulièrement? Oui, ben moi j'ai été baptisé, j'ai été au catéchisme, mes enfants ont fait leur première communion comme moi, je me suis marié à l'église. Oui, c'est clair, je suis catholique, c'est clair. Mais je pratique peu, c'est vrai. Vous avez une croyance? Vous pratiquez pas, mais quelle est... Ben, pour moi, c'est la religion qui compte, hein, la religion catholique, c'est notre religion. Il y a tellement de religions dans le monde Non, j'ai toujours un peu de difficulté à évoquer mon engagement spirituel. Pourquoi? C'est comme ça. C'est personnel, trop personnel? Un peu trop, oui. Ouais. Vous êtes quelqu'un de pudique? Peut-être. Georges Blanc. Peut-être, oui, je ne sais pas. Je lutte contre toutes les intolérances parce que les gens, c'est le mal du siècle aujourd'hui. Les gens ne restent pas comme les autres. On s'occupe plus de qui le dit que de ce qui est dit. Dans les citations que j'aime, c'est Saint-Exupéry qui dit « Si tu dis faire de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Vous avez des gens qui ne veulent pas parler à d'autres parce qu'ils n'ont pas la même religion ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes engagements ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes engagements politiques ou autres. Moi, je suis ouvert à la discussion au quotidien avec tous mes clients et je veux qu'ils soient heureux. Quand on a eu le Covid, pendant toute la période de confinement, on a parlé des médecins, tout le corps médical qui sauvait des vies. Dès qu'on a été rouvert, ça a été un afflux de clientèle. Les gens avaient été privés des moments festifs. On a rendu les gens heureux. On est des marchands de bonheur. Qu'est-ce que je dis? On est des embellisseurs de vie. C'est un métier c'est très intéressant ce qu'on fait aussi. On donne du plaisir et de la considération aux gens, on les accompagne pour un moment inoubliable. J'ai beaucoup de fierté de pouvoir faire ce métier comme ça et de voir tellement de gens heureux grâce à l'engagement de toute une équipe autour de moi. C'est ça mon engagement spirituel, peut-être, je ne sais pas. C'est là où je ressens la force de ce que je peux faire dans l'accomplissement. La transmission, le partage, ce sont des valeurs les plus importantes pour vous? Le partage, oui, je crois. Je crois que pouvoir faire partager des rencontres peuvent être magnifiques. C'est ça le partage. Je partage mon enthousiasme avec un public qui est très réceptif. L'enthousiasme est dans mon expression professionnelle et le public, il est réceptif. Quand je vois ces gens heureux, je m'en nourris de ça. C'est un peu ma fierté. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça. Je suis fier de rendre les gens heureux. Et je suis fier de faire mon métier. Et je pense qu'il y a d'autres valeurs que l'argent. Aujourd'hui, donner du bonheur comme ça, c'est un engagement professionnel, c'est faire preuve de générosité. Certes. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser ouvrir ou transmettre votre savoir et votre belle cuisine à des populations plus modestes, puisque pas tout le monde ne peut aller chez Georges Blanc? Oui, mais justement, vous parliez de l'auberge. L'auberge, je fais pas de différence entre 3 étoiles et l'auberge. Je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais je le fais quand même. Je vais rencontrer tous les gens qui sont à l'auberge et tous les gens qui sont dans le village, je les rencontre. J'accepte de faire une photo, même aux gens qui ne sont pas mes clients, qui, en traversant la place, me demandent de faire une photo. Je fais une photo avec plaisir, je leur souris. Et à l'auberge, je rencontre tous mes clients, ils sont nombreux. Et je fais la même chose pour le restaurant étoilé. Donc je pense que c'est faire preuve de... Je ne fais pas de distinction. Donc je crois que c'est une façon de se donner un peu à tout le monde sans discrimination.
Et vous avez fait des belles rencontres de part et d'autre. Absolument. Des personnalités, tout comme des inconnus. Tout le monde, j'ai la même prestation pour tout le monde. Je rencontre tous les gens de la même façon. Je les aborde tous de la même façon. Qu'ils soient connus, célèbres ou comment dirais-je, non, gâtés par la vie. Ils ont tous besoin d'un échange avec moi et je leur donne le meilleur de moi. C'est joliment dit. Étoile, pour conclure, ça vous inspire autre chose? Le cosmos? Bon, écoutez, oui, un jour ça va s'arrêter, mais j'ai toujours cru que j'allais vivre très longtemps. D'abord parce que c'est dans mon signe de naissance, j'ai remarqué que les Capricornes vivaient plus longtemps que les autres. Et puis, en fait, j'ai fait des rencontres, une fois des rencontres improbables, une fois à Marseille, une fois à Lyon, des diseuses de bonne aventure qui m'ont toutes dit « Oh monsieur, vous allez vivre jusqu'à 99 et l'autre 98 », une fois à Marseille, une fois à Lyon. Donc je me suis mis ça dans la tête, j'ai dit peut-être que j'aurai cette chance-là. Et puis j'aimerais partir, pas en bonne santé si vous voulez, mais le plus soudainement possible, pas souffrir. Donc peut-être un samedi soir après le service, quand je termine dans le dernier virage, j'ai vu mes derniers clients, ils sont heureux comme tout, et disparaître à ce moment-là, un peu comme Dalida l'avait souhaité dans sa chanson. Voilà, j'ai jamais eu peur de vieillir, j'ai toutes les recettes pour pas devenir vieux. Ah, faut que vous les communiquiez, il faut écrire un livre là-dessus. Georges Blanc, les recettes pour devenir vieux. Pour ne pas devenir vieux. Pour pas devenir vieux, pour pas vieillir. Ça, je crois que beaucoup de gens souhaiteraient les avoir. En tout cas, vous les portez bien. Je reviens auprès de vous pour la conclusion, cher Georges Blanc. À tout de suite. Georges Blanc, je suis de retour en face de vous. Ça va? Ça s'est bien passé? C'est vous qui pourrez me le dire. Ce petit voyage en terre inconnue. C'était un bel échange en tout cas. Bel échange. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a particulièrement marqué ou plu davantage? Étoile. Étoile. Ben oui. Ah oui, mais forcément. Forcément. 3 étoiles. Je voudrais bien arriver à 100 ans de présence étoilée dans le guide Michelin sans discontinuité. Je pense que c'est jouable. Vous y êtes presque? On y est presque, 97 ans. 1929, 2029, ça fera 100 ans? Ça fera 101 ans, 2029. Oui, enfin, les premières étoiles, c'est un beau défi. Et vous vous sentez transmettre les rênes à votre fils pour qu'il... Je pense, oui. Il est en cuisine avec moi. Il s'occupe des achats et du pass. Et j'ai un bras droit qui s'appelle Florent Maréchaux, un garçon qui a commencé au bas de l'échelle chez moi et qui est maintenant, il est resté avec moi depuis presque 20 ans. Et c'est mon chef exécutif avec Frédéric, mon fils aîné. Non, c'est des bons équipiers. Oui. Et qui vont continuer à gravir les échelons et maintenir cette 3e étoile. Le village est quelque chose de très attachant. Je m'y sens bien. Quand je pars en vacances, le meilleur moment, c'est quand je reviens. Le village Vona, où vous habitez? J'habite à 2 km du restaurant, sur les hauteurs. Je vois les monts du Mâconnais-Beaujolais et je vois ma Bresse à mes pieds. Je suis sur un promontoire, c'est très beau. J'imagine. Quel est votre plat préféré, votre plat signature? Je suis un fidèle de la volaille. Je suis un fidèle de la volaille. Ou les grenouilles, ça, ce sont, disons, les 2 grandes spécialités de Georges Blanc, quand même. Oui, mais il y en a plein d'autres. Les grenouilles, c'est un produit de la Dôme. Autrefois, maintenant, on n'en a plus qui viennent de la Dôme. Mais c'est surtout la volaille qui compte pour moi. Je me suis engagé professionnellement au comité de la volaille de Brest depuis 1976 et je suis resté leur président depuis 1986. En fait, je suis le président, mais je suis plus leur ambassadeur que leur président. Je vais vraisemblablement transmettre prochainement, au bout de 50 ans de service. Il va y avoir au mois d'avril, on a le championnat du monde du poulet de Brest à la crème. Donc je vais présider le jury des amateurs qui vont concourir pour la première fois. Et c'est Régis Marcon,
Bocuse d'Or 1995, qui va lui présider le jury pour les professionnels. Ça sera 2 belles journées au cœur de la Bresse, où la volaille de Bresse sera mise à l'honneur. Bon, on suivra cet événement. En tout cas, vous faites honneur à votre région, à la Bresse, à la France, avec ses étoiles. Je crois même dans le monde, hein, personne n'a cette longévité. C'est longévité le mot que j'aurais dû utiliser plutôt que fidélité. Enfin, les deux, hein, fidélité et longévité. Michelin disait les meilleures performances sont celles qui durent pour les pneus. C'est aussi valable pour les étoiles. Eh oui, le guide Michelin, c'est très bien vu, très bien dit. Merci infiniment, Georges Blanc. C'était un plaisir. Félicitations encore pour ces 3 étoiles maintenues depuis toutes ces années, parce que c'est quand même incroyable, 45 ans. Un grand honneur de vous recevoir, encore de nombreuses années, et encore ce maintien d'étoiles, et encore plus d'étoiles qui viennent vous voir à Vona. Merci et puis à vous, aussi en tout des cas. gens plus simples. Je vous propose de lire l'abécédaire d'un chef étoilé où vous pourrez découvrir toutes les anecdotes du chef. Merci beaucoup. Merci à vous derrière vos écrans. Et si vous voulez voir l'émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. Très bonne semaine, très bon appétit. Non, ça se dit pas. Et bref. Merci à vous. Merci. À bientôt.